C'est Kevin El-Arbi pour Road to Cinema. Kevin El-Arbi, ça fait quelques mois qu'on se suit sur les réseaux sociaux et je suis tellement contente de t'accueillir ici. Et moi de même, je suis vraiment content. Je vous l'ai déjà dit en off, mais je suis vraiment très content. J'aime beaucoup ce que vous faites. C'est fait vraiment avec sérieux et j'entends que du bien de mes camarades de vos entretiens. Tu as plusieurs casquettes et chez Road to Cinema, on adore ça. Tu es comédien, ex-animateur sur Disney Channel et Gulli, conférencier et auteur spécialisé dans le cinéma. Aujourd'hui, tu es membre du jury Émergence au Festival Pluriel. Qu'est-ce qui t'a motivé à accepter ce rôle ? Quentin Delcourt. Quentin Delcourt, il m'a appelé après avoir lu mon livre et il m'a dit que c'était une nouvelle catégorie, donc émergence autour des premiers films, premiers docs, premiers courts-métrages, sur l'inclusion, la diversité et les femmes. Et c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé dessus, en tout cas sur les films de patrimoine qui ont ouvert cette voie. Et du coup, c'est avec un immense plaisir que j'ai accepté, d'autant plus que j'aime beaucoup la présidente du jury, qui pour moi est une comédienne extraordinaire. Et donc être présidée par cette présidente, j'en étais particulièrement fier, honoré et ravi, pour être honnête. En quoi le jury Émergence, il fait sens ? Elle fait sens dans un moment où il y a de plus en plus de films autour des LGBTQIA+, autour de la diversité, autour des femmes, ou alors avec un traitement de femmes différent depuis MeToo. Cependant, je note que dans la société, les actes homophobes continuent. La société, notamment française, est très en retrait sur certaines questions de droits des femmes ou de droits LGBTQIA+. Mais ça a été de tout temps. On a été en retard sur l'IVG, on a été en retard sur le mariage pour tous, on a été en retard sur l'adoption, là on est en retard sur la PMA, on sera en retard sur la GPA. Et le cinéma est en avance. Et je pense qu'en France, pays où on est toujours un petit peu derrière les autres, le cinéma aide à voir ce que pourrait être l'avenir. Et je pense que dans cette sélection, notamment sur les films français, L'Étreinte est un film où j'ai pris conscience en le voyant, bien qu'une femme de plus de 50 ans n'était pas morte sexuellement et était très vivante, peut-être beaucoup plus vivante qu'une jeune de 20 ans, et que peut-être que 50 is the new 40, je sais pas. C'est une sélection qui nous fait prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué et qu'il faut regarder le monde différemment, évoluer avec notre époque. Et tous les films vont dans ce sens-là. Et je trouve que ça fait vraiment sens, puisque s'il y a bien quelque chose qui peut donner espoir, c'est le cinéma. Et du coup, cette sélection fait sens. Les cours aussi, qui sont très expérimentaux, qui sont très ouverts, qui sont très diversifiés, que ce soit sur les origines, que ce soit sur le genre, les thèmes, jusque dans les thèmes cinématographiques, il y a du fantastique, il y a du drame. Et du coup, ça fait sens dans un renouveau du cinéma. Il faudrait que la société suive. Durant 8 saisons, tu joues le rôle d'Hicham dans la série Clem. C'est une opportunité qui est arrivée un peu par chance, tu dis. Au début, c'était une silhouette, quelques phrases, et puis la série cartonne, en tout cas le téléfilm. Au début, c'est improbable de se dire ça, mais parce que je jouais un gamin de 15 ans, j'en avais 20. Et en fait, je me rends compte maintenant, je suis parti de la série il y a un petit moment, maintenant je suis parti en même temps que Victoria Abril, donc il y a 3 ans. Je me rends compte que pour toute une génération, ça a été une série très importante. En fait, nous, on s'en rendait pas compte parce qu'au début, c'était un téléfilm. Ça devait être la première fois que Victoria Abril, grande star de cinéma, arrivait à la télévision. Moi, effectivement, j'avais 2 phrases dans ce téléfilm-là, mais c'était très drôle parce qu'en même temps, j'étais silhouette, on tournait l'été. C'était juste après le succès de LOL, on tournait dans le même lycée, donc on a l'impression de faire une espèce entre Juno et LOL. Et puis, on a fait 3 épisodes qui ont été diffusés, recarton, donc on dit on va faire la suite de la suite. Et nous, on a compris que c'était une série à la saison 3, en fait. J'ai vraiment tout appris sur cette série, parce que il y avait vraiment des grands professionnels, que ce soit à la technique, que ce soit dans les comédiens, et du coup, j'ai vraiment beaucoup appris en regardant. Et quand TF1 a décidé de se séparer de Victoria Abril, on m'a fait comprendre que je serais le bienvenu pour continuer, mais que la série allait passer plusieurs années dans le futur, qu'il n'y aurait pas forcément de place pour un rôle LGBTQIA+, et qu'en gros, je serais là pour être là. J'avais 27 ans, j'avais l'envie d'écrire des livres sur le cinéma, j'avais l'envie de faire des émissions sur le cinéma, et du coup, j'ai pris le pari artistique de me dire, j'ai appris mon métier, maintenant, c'est une nouvelle page artistique qui doit se tourner. Du coup, j'ai arrêté tout à Lagardère, donc Clem, Gulli en même temps. J'ai fondé mon petit podcast, qui s'est fait vraiment de rien au tout début, même si pour les premiers invités, j'ai eu la chance d'avoir les acteurs de la série Pause qui sont venus par amitié, donc qui m'ont quand même bien aidé à lancer ça. Et puis, en 1 an, j'ai fédéré 115 000 personnes. Je suis parti de quelques centaines. J'ai fédéré 115 000, du coup, Disney m'a fait confiance. Tim Burton est venu me parler de son cinéma, Guy Ritchie. OCS m'a confié le podcast officiel de Game of Thrones, où je réunissais pendant 3 heures historien, philosophe, technicien, acteur, journaliste, pour parler du puissant fonds de ressources culturelles qu'est la série Game of Thrones, en faisant croire à OCS qu'on était 10 à travailler alors que j'étais tout seul, non seulement je peux le dire. De là, il y a eu un livre qui a été très bien accueilli par la presse, ce qui m'a amené ensuite à faire divers festivals, et là, à être ici, et à bientôt réaliser mon premier documentaire, et normalement, je touche du bois si tout va bien, si les financements sont là, ma première fiction. Mais ça, faut faire toujours très attention tant que les prises de vue sont pas faites. Donc c'est pour ça que je fais attention, mais normalement, ça devrait être le cas.
Kevin, je le rappelle, tu es membre du jury Émergence, comme on vient de l'évoquer. Et tu présentes également ton livre « Ma folle histoire avec le cinéma », paru fin 2019 aux éditions Ocré. Donc tu es amoureux du 7e art, à tel point que tu remontes jusqu'à l'âge d'or du cinéma. Et à travers ce livre, tu nous parles de ta passion. Mais j'aimerais que tu m'en parles encore plus de ce livre. Comment tu l'as écrit? Ce livre, ça s'est fait parce que toute cette année dans les podcasts, je demandais à des grands metteurs en scène ou à des acteurs de me parler de leur actualité, mais pour changer un petit peu de tous les plateaux promo qu'ils faisaient, de me parler de leur actualité en lien avec les films qu'ils aimaient. Par exemple, quand j'ai eu Tim Burton pour Dumbo, j'ai préféré lui parler de ses influences et comment est-ce que des cinéastes des années 30 comme Fassbinder l'ont inspiré pour Dumbo plutôt que de quoi parle le film et comment ça s'est tourné, etc. Même chose pour Guy Ritchie qui m'a parlé très étonnamment de son amour pour la haine de Mathieu Kassovitz. Je me suis dit que c'était dans des podcasts, mais que ce serait bien d'en faire un livre. Mais certainement pas un livre de Kevin Ellerby et ses conversations qui n'intéresseraient personne. Donc plutôt un livre de retour sur ces différents films avec les nuances apportées par les cinéastes que j'ai eu dans mon podcast. Et c'était la toute première fois que j'écrivais quelque chose. Donc évidemment, voilà, je ne suis pas journaliste, mais je suis pas non plus totalement écrivain. Donc du coup, il y a quelque chose entre les deux à trouver. J'ai un ton très oral, comme vous voyez, je parle beaucoup. Donc du coup, évidemment, j'écris aussi beaucoup. Et je voulais essayer de raconter à quel point les films de patrimoine étaient toujours actuels, à quel point il ne fallait surtout pas les regarder avec les yeux de maintenant, et à quel point parfois les histoires derrière ces films sont tout aussi intéressants que les films eux-mêmes. Et donc, je raconte surtout les humains derrière les films. Je raconte Betty Davis, Joan Crawford, Elizabeth Taylor, avec le bonheur que m'a fait le fils de Jean Gabin d'écrire ce chapitre avec moi, Mathias, et les enfants de Louis de Funès également, qui ont écrit un chapitre avec moi. Et donc, du coup, j'essaye de raconter les grandes heures du cinéma français et américain avec un ton un petit peu original, j'espère, et en essayant toujours chaque page de prouver qu'il faut, surtout à tous les cinéphiles, qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va. Que ça peut être très actuel, un film comme Au bord dont emporte le vent ou un film comme Psycho, ou tous les films d'Hitchcock d'ailleurs, n'ont jamais été aussi actuels et redéfinissent encore le cinéma maintenant. Donc c'est une balade très personnelle sur le cinéma, ton expérience, et la préface est écrite par ton amie et ancienne partenaire de plateau Lucie Lucas. Il y a le célèbre réalisateur Tim Burton qui a également participé à l'écriture, et donc Jean Gabin, enfin le fils de Jean Gabin, comme tu nous le disais, Mathias Montgorget-Gabin. C'était important pour toi de t'entourer de ces personnes-là? C'est vraiment, comme Lucie le dit dans la préface, c'est ma seconde famille. C'est ces gens disparus souvent depuis longtemps, Jean Gabin, Louis de Funès, etc. Et c'était un moment très émouvant, tellement émouvant dans mon podcast, d'avoir une heure le fils de Jean Gabin qui lui ressemble trait pour trait, qui a la même voix, qui me parle des films de son père. Tant plus que moi, n'étant pas journaliste, c'est plus des conversations, et il a accepté du coup de figurer dans le livre, dans le chapitre sur son père. Donc c'était comme quelque chose qui légitimait un petit peu ce que je disais, parce que des livres sur Jean Gabin, il y en a beaucoup, mais des livres où, pardon pour ce ton quelque peu vulgaire, mais où le fils de Jean Gabin raconte à un branleur la carrière de son père, alors que moi je suis fan absolu, c'était quelque chose qui montrait que l'essai était personnel, mais personnel dans un sens avec aussi la famille qui raconte des choses personnelles, etc. Et je me rappelle que le Gabin, il a été écrit en 4 nuits. C'est un livre que j'ai écrit en 3 semaines. Je peux le dire maintenant parce qu'après ça a été cool, parce qu'avant j'avais peur de dire j'ai écrit en 3 semaines et qu'on me réponde ah bah ça se voit. Mais du coup c'est vrai que ça a filé parce que je l'ai tellement réfléchi depuis 30 ans que je vis, parce que du coup ça a vraiment filé tout de suite. Et celui sur Gabin, ça, quand je le relis parfois, je lis pas mon livre tout le temps, mais quand je fais des lectures et que je le relis, j'ai l'impression que c'est pas moi qui ai écrit. C'est-à-dire que c'est vraiment inconscient et c'est je sais pas d'où c'est sorti. Et ça a complètement changé ma vie, l'écriture, mais ça, c'est quelque chose que tout le monde dit tellement tout le temps. Et puis, pour être très honnête aussi, par rapport au métier, là, je parle vraiment du métier, du cinéma et tout, c'est quelque chose qui m'a fait faire oublier de la période télévision et qui m'a vraiment donné une légitimité dans le milieu du cinéma. Je suis pas étonnée que tu fasses partie du jury Émergence de par ces richesses culturelles que tu as, de décloisonner. Et j'aurais aimé te poser une dernière question. Quel conseil aurais-tu à donner à un jeune talent émergent dans l'industrie du cinéma? De se cultiver le plus possible. Quand on veut faire un métier artistique, quel qu'il soit, comédien, auteur, producteur, réalisateur, chef opérateur, monteur, même quand on ne travaille pas, une grande culture, s'intéresser à tout, aller au musée. C'est ce que je dis souvent à des gamins en école de cinéma, c'est quand je suis arrivé à Paris, il n'y avait pas forcément d'argent, pas forcément de cachet. Il y a beaucoup de cinémas de quartier à Paris qui permettent à des jeunes de payer le cinéma à vraiment peu cher. Pareil, les musées sont gratuits pour les moins de 26 ans à Paris, etc. Et moi, c'est ce qui m'a permis, je me faisais 3-4 séances par jour de films de patrimoine, j'allais au musée, etc. Et ça m'a fait une culture que j'ai penché sur un livre 10 ans plus tard. Et même maintenant, quand j'écris mon premier long, mon premier moyen métrage, etc., j'ai inconsciemment des références à tout ça. Et donc, utiliser le temps où on ne travaille pas, par rapport à dire « ah, j'ai pas de travail », pas pour aller boire des coups, etc., mais vraiment pour se cultiver, parce que tout ce qu'on fait, ça ressortira à un moment donné. Et vraiment, mais cultivez-vous le plus
plus possible, de ne jamais prendre non pour une réponse et de surtout pas se laisser abattre s'il y a un non. C'est trop facile et ce métier est fait de non. C'est un métier de rejet et de refus constant. Et donc il faut s'y habituer dès le début et surtout pas le prendre personnellement et entendre, comme le dit si bien Quentin Delcourt, c'est pas possible, mais et ne pas se laisser abattre justement par les refus. D'être toujours créatif, de toujours aller chercher quelque chose de nouveau et de ne pas copier parce que ça marche. Et de prendre des paris artistiques aussi. Kevin, merci pour tout. Merci beaucoup. Donc je le rappelle, ton livre est toujours disponible. Ma folle histoire avec le cinéma aux éditions Ocré. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir très bientôt. J'insiste aussi pour les gens qui n'auraient pas les moyens de se payer un livre parce que ça coûte cher un livre à 21 € et je le sais très bien. Il est disponible dans les bibliothèques spécialisées de cinéma partout en France. Il est également disponible à un tarif très réduit en numérique sur Internet. Voilà, c'est important de le préciser. Si les gens ont envie de voir 1 ou 2 films qui sont traités dedans, j'avais déjà gagné.